Aujourd'hui, donc c'est Marie-Christine qui va animer ce webinaire. Donc Marie-Christine qui est avec nous, qui est consultante senior pour software et experte en gestion de projet. Avant de démarrer et de rentrer dans le vif du sujet, moi je vais rapidement faire une introduction pour présenter Teamsquare pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc moi je suis Laure Sondenecker, business developer, et je suis accompagnée de mes homologues que sont Lisa Chara et Marie Pack. Bonjour. Comme vous pouvez le voir à l'écran, vous avez nos coordonnées qui sont disponibles. Donc, je vous le redirai et on vous le redira tout au long du webinaire. Mais si vous avez besoin de nous contacter, n'hésitez pas, vous avez les informations à disposition. Alors, du coup, je vais démarrer par une rapide introduction. Donc, Teamsquare, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est une entreprise qui est spécialisée dans la gestion de projets et le portefeuille de projets. On accompagne nos clients en fait pour mettre en œuvre des projets depuis plus de 20 ans maintenant, que ça soit sur la partie méthodologique ou sur la partie outils. Pour ce faire, on a une équipe de consultants dédiés qui interviennent chez nos différents clients. Et on a aussi des différents partenaires, donc des partenariats qui sont durables avec différents organismes de gestion de projet. Ensuite, pour vous donner un aperçu de notre expertise, on a synthétisé nos offres de services. L'idée, c'est peut-être pas de rentrer trop dans le détail, mais sachez que cette liste, donc, qui est non exhaustive, vous pouvez avoir plus d'informations soit en nous sollicitant ou sinon même en visitant notre site web, c'est www.teamsquare.fr. Mais donc rapidement, pour vous expliquer notre offre de service, elle est basée sur 4 grands axes, donc on intervient sur 4 différentes parties. Le premier, c'est la partie délégation de profil. Donc, comme vous pouvez le voir, ça peut être du project management, donc un rôle de chef de projet, plutôt un rôle de Scrum Master, PMO, planificateur, etc. La deuxième partie, c'est notre partie conseil, donc vraiment la partie accompagnement sur la gestion de projet. Ça peut se prendre différentes figures, mais c'est par exemple réaliser des audits, optimiser les process et les méthodes, accompagner sur le portefeuille stratégique, etc. En fait, notre troisième axe, c'est la partie expertise technique. Donc, pour la partie expertise technique, on déploie évidemment des outils de projet. Comme je vous l'ai dit, on fait de la partie méthodologique, mais aussi outils. On développe aussi certains petits outils. Et évidemment, on fait de la maintenance et du support. Enfin, le dernier axe, mais pas des moindres, c'est la partie gestion du changement. On accompagne aussi les entreprises dans la gestion du changement et la transformation. Là aussi, le domaine est assez vaste, mais ça s'illustre par des formations, par exemple, méthodo ou outils, encore une fois, du coaching ou de l'accompagnement à la communication en gestion de projet. Et donc enfin, pour terminer cette rapide introduction, l'idée c'est pas de prendre le pas sur le webinaire. Sachez que on est basé à Lyon, Paris et à Genève. Mais évidemment, nos consultants, ils interviennent dans toute la France et dans toute la Suisse. Donc, si vous avez des questions, comme je l'ai dit, que ce soit sur l'entreprise, n'hésitez pas à utiliser le chat. Vous n'aurez pas accès à vos micros aujourd'hui pour un souci de fluidité, mais envoyez-nous sur le chat et on y répondra en direct à la fin de la session. On va garder un petit temps pour ça. Si vous avez aussi d'autres questions par la suite, n'hésitez pas donc à nous contacter à l'issue de ce webinaire. Et du coup, je vais laisser donc la parole à Marie-Christine pour entrer dans le vif du sujet, qui est donc la transformation de PMO en VMO. Parfait, merci Laure. Bien nous y voilà, effectivement, donc je suis Marie-Christine Noblan, Laure m'a présenté tout à l'heure, donc consultante en management de projet et portefeuille de projet chez Teamsquare. Eh bien, c'est parti. Pour ça, je vais peut-être retirer ma webcam 2 secondes. Hop, voilà. Ce sera peut-être plus fluide. Alors, on est parti pour transformer notre PMO, donc Project Management Office, en VMO, Value Management Office. On va voir ça étape par étape, hein, on va cheminer ensemble sur ce sujet. Puisqu'on parle de transformation, la première étape, c'est de se poser la question, finalement, pourquoi transformer? Donc, on va partir d'un constat et puis de se dire, ici, on regarde et puis on regarde que les PMO se trouvent parfois menacés, remis en question ou en tout cas moins sollicités.
Alors, plusieurs raisons à ça qu'on peut regarder, en tout cas sur les grandes raisons. Eh bien, les PMO ont voulu bien faire et ont été à l'origine de pas mal de transformations, par exemple pour apporter de l'agilité dans les projets. Mais par contre, dans le schéma cible, ils ne figurent pas et certaines directions peuvent se demander: «Mais finalement, où sont donc nos PMO et quel est le rapport de valeur dans ce cadre-là?» Un cadre Scrum, Safe, par exemple. Une deuxième raison, en fait, ça peut être que, les PMO ont mis en place, des méthodes, des processus, des outils, justement pour bien faire les projets et faire les bons projets et tout ça est super bien huilé à un moment donné, tout le monde joue le jeu, mais on a du mal à remettre en cause des choses qu'on a construites, c'est intéressant, pourtant et voilà, parce que le contexte change et des fois on peine à faire ce genre de choses et on est peut-être moins performant. Et enfin, une troisième grande raison, c'est que les entreprises ont dû se poser des questions, ces 3 dernières années, sur la manière de travailler en général et ça induit aussi un questionnement et parfois la remise en cause, de certains postes. Les PMO en font partie, hein, pour voir la plus-value des uns et des autres. Bref, on sent que la valeur est sous-jacente. Alors, vous avez peut-être vu que dans le module questions-réponses, on vous suggérait de vous-même, pardon, vous positionner sur comment est perçue votre équipe PMO. Alors, soit vous avez vu le lien et vous avez pu renseigner les différentes informations, ou bien je vous propose de prendre juste 2 secondes. Alors, peut-être que vous faites partie d'une équipe PMO, vous dirigez une équipe PMO, ou bien vous voyez une équipe PMO évoluer autour de vous. Mais je vous propose donc de prendre quelques instants pour répondre à ce sondage qui est simple. Globalement, on a une seule question, puis on vous demande si vous pensez qu'elle est au top et en amélioration continue, ou bien efficace, mais moins sollicitée qu'avant, ou bien régulièrement remise en question. Alors, je vous propose, si vous avez pu vous positionner. Pour l'instant, allez-y, allez-y, hein. Je vois que c'est très, très, très réparti, hein. Donc, allez-y, hein. Vous voyez mon écran, vous voyez que ça se positionne au fur et à mesure. Alors, c'est intéressant pour l'instant, c'est le au top et en amélioration continue qui est devant. Voilà, on laisse quelques instants encore. N'hésitez pas à continuer et puis à voir effectivement ce que ça peut donner. Allez, j'attends encore 2 secondes. Bon, c'est très équilibré tout ça. OK, bon, ça nous donne une petite tendance en fait. C'est intéressant, mais qui fluctue énormément. Simplement, si on regarde ensemble par rapport aux gens qui se sont connectés et qui ont cliqué, on voit que c'est assez équilibré, mais quand même, il faut savoir que donc la première, c'est a priori, justement, vous avez ces possibilités de vous améliorer et c'est chouette, c'est une bonne chose et vous êtes toujours à l'affût, des nouvelles améliorations. La preuve, vous êtes là ce matin. Mais on voit aussi quand même que cette tendance qu'on évoquait dans notre constat de tout à l'heure, il est réel. Voilà, il y a la notion de moins sollicité qu'avant, il y a la question de la remise en question et ça, c'est pas anodin. C'est pas quelque chose qu'on avait auparavant, c'était incontournable dès l'instant où on gérait par projet, qu'on commençait à avoir une certaine quantité de projets, c'était vraiment incontournable. Donc on sent qu'effectivement cette question, elle est pertinente et autant se la poser maintenant avant que ça devienne plus fortement remis en question. Donc, merci d'être là les uns et les autres. Je vois que vous continuez encore à renseigner des informations. On regardera peut-être tout à l'heure, hein, on va voir. Je vous propose de revenir sur notre slide. Alors, maintenant qu'on a partagé ensemble le pourquoi, eh bien, on peut éventuellement se lancer sur la problématique, sur le comment. C'est vrai que si on veut transformer, il faut déjà comprendre pourquoi on veut se transformer pour avoir cette énergie-là pour le faire. Et du coup, la problématique, ça pourrait être, eh bien, comment nos PMO peuvent devenir apporteurs de valeur et même carrément, on ira plus loin, on ira jusqu'à être un élément stratégique de leur entreprise. Et puis donc, comment se transformer en Value Management Offices. Alors, à partir de ça, on se dit très bien, mais finalement, on avait toujours en tête notre triangle, le fameux triangle du management de projet. Pour bien faire les projets, il fallait respecter et il faut respecter les contraintes périmètre, coût et délai. Ce sont nos 3 axes pertinents. Et là, on voit qu'on a rajouté le +1. On se dit effectivement, on rajouterait bien la valeur, donc faire un focus sur cette valeur réelle apportée, donc pour bien faire les bons projets.
On veut toujours délivrer, il n'y a pas de souci, on veut toujours bien délivrer, hein, mais on veut que ce que l'on délivre apporte vraiment de la valeur au client final, à l'organisation. Alors, vraiment, on rajoute donc 3 plus 1, cette valeur, mettons-nous d'accord sur ce qu'on entend par valeur. Donc, puisqu'on l'a dessiné sous forme, d'un diamant, on se dit: «Autant parler de facettes» et beaucoup de monde se met d'accord, en fait, pour parler de 4 facettes de la valeur. Dans un premier temps, donc en haut à gauche, on a la valeur perçue par le client final. Effectivement, j'ai besoin que le gain soit supérieur à l'effort que je vais faire pour, acquérir un produit, avoir un service. Je veux un nouveau, vélo à assistance électrique, il a certaines caractéristiques qui me plaisent, tellement bien, je pourrais, aller d'un point A à un point B, facilement, mais c'est vrai que ça a un certain prix et par rapport au service rendu, j'estime que, voilà, c'est acceptable. Ça, c'est la valeur que perçue. Pareil pour mon service d'une nouvelle application. Voilà, je veux bien souscrire à ce service si effectivement le prix me semble intéressant, le service rendu aussi. Et si je suis capable effectivement d'aligner ce prix et de former mes équipes pour aller vers ça. Donc à chaque fois, c'est vraiment cette notion-là. Il faut que le gain soit supérieur à l'effort qu'il va falloir mettre pour acquérir ce produit ou ce service. Donc ça, c'est la valeur perçue par le client final. Bien sûr, en regard de ça, il y a un prix, donc la valeur financière pour l'entreprise et ça, c'est requis. Ça va permettre à l'entreprise effectivement de rémunérer ses salariés, de financer son développement. Et puis les 2 dernières, qui ne sont pas des moindres, c'est la valeur sociale et sociétale, des fois sont réunies, dans la même valeur. Nous, on les a distinguées ici en disant, voilà, par valeur sociale pour les collaborateurs, hein, le fait de travailler sur certains projets, ça va nous permettre, par exemple, si j'imagine la chaîne de montage de mes vélos électriques, eh bien, ça permet peut-être d'améliorer les conditions de travail, de former les uns et les autres, d'adapter ces postes de travail, pour aller au-delà et adapté par rapport à des pathologies, par exemple. Donc, on sent bien qu'on peut toucher les collaborateurs, l'image, mais aussi, pourquoi pas, enfin, la rentabilité, donc pour toucher d'autres parties prenantes, et puis aller vers du dépôt de brevets, enfin, des choses assez variées. Donc, valeur sociale. Et si on va encore plus loin, en l'étend au-delà de l'entreprise, eh bien, c'est la valeur sociétale. On peut se dire effectivement quel est l'apport positif pour la société, justement, si jamais il y a des impacts négatifs, eh bien de les minimiser. On peut penser toujours pour que nos vélos électriques, eh bien on essaie de trouver des ressources, peut-être localement, de s'approvisionner localement, de le faire construire localement également, par exemple. Voilà, donc voilà ce qu'on appelle valeur et vous allez voir, on va essayer de garder, ces éléments-là en tête, hein, lorsqu'on va travailler sur la valeur, hein. On va aller vraiment en essayant de toucher ces 4 éléments. Alors maintenant qu'on sait, pourquoi on le fait, ce qu'on veut, viser comme problématique et qu'est-ce que la valeur, eh bien posons-nous la question, comment on y va? C'est quoi le chemin? Alors les pistes elles sont, globalement, elles vont aller sur 3 axes. On veut toucher à la fois les équipes, mais aussi l'organisation et la stratégie, hein. Donc on sent qu'il y a bien 3 niveaux impactés. Donc, on peut l'écrire de cette manière-là. Première piste, donc créer des équipes orientées valeurs, disposant d'une certaine autonomie. On va voir pourquoi. Ça suffit pas par contre, hein. On a besoin, à un moment donné de s'organiser et là particulièrement de s'organiser pour décider. Et enfin, si on veut créer de la valeur, eh bien, il va falloir viser continuellement l'alignement stratégique qui nous définit, l'axe de valeur, les axes de valeur. Alors, première étape, hein, on va y aller, étape par étape. Eh bien, donc créer des équipes orientées valeur. Alors là, on a représenté un peu comme d'habitude notre équipe projet avec notre, triangle, périmètre, coût et délai et on se dit: «OK, qui porte la vision valeur?» Voilà, c'est la question qu'on se pose. Eh ben, il y a quelqu'un, il y a un acteur effectivement qui va apporter cette vision-là. Alors par exemple, ça peut être pour la valeur perçue, un responsable produit qui est proche du produit, qui peut, donner cette vision-là, aux équipes ou être dans l'équipe, hein. Il y a plusieurs modes de fonctionnement. La valeur financière peut être portée par le business, la valeur sociale par la direction, puis la valeur sociétale peut-être par d'autres parties prenantes. Donc, se poser la question, qui va porter cette notion de valeur? Est-ce que c'est chacun avec une casquette, une coloration particulière? Comment est-ce que ça s'intègre avec l'équipe projet? Il y a quelque chose à construire ici et c'est pour ça, c'est pas pour rien qu'on dit créer des équipes orientées valeur, c'est qu'il y a quelque chose à construire. Les réponses sont variables, voilà, d'une équipe à l'autre, mais surtout d'une organisation à l'autre.
Typiquement, en fonction de projets plus classiques, plus agiles, on sent bien l'agilité parfois derrière, soit sous-jacente, ou des projets menés de manière hybride. L'objectif, par contre, hein, reste le même grâce à cette équipe, eh bien, c'est de cibler, enfin de pouvoir livrer un produit ou un résultat ou un livrable. Mais cette équipe, cette fois-ci, a presque un losange en face d'elle. Donc, elle ne vise plus que, je dirais, périmètre, coût et délai, mais aussi apport de valeur. Donc voilà pourquoi on parle de créer des équipes orientées valeur, ce qui peut se traduire encore une fois opérationnellement de manière différente, mais ça vous donne quand même quelques pistes ici. Alors, on a créé ces équipes et on dit: «Tiens, il faut rajouter disposer d'une certaine autonomie». Alors effectivement, à un moment donné, on dit que notre équipe, on lui donne les moyens de créer ce produit, de fournir ce livrable. Cette équipe, on a dit elle portait, parmi elles, quelqu'un ou certains, plusieurs portaient, cette vision de la valeur. Très bien, ça veut dire que, ben, on imagine qu'elles vont capter les besoins d'évolution des produits parce qu'elles ont cette possibilité-là. Et on a dit qu'elles avaient les moyens, là on a représenté que par, des pièces, mais, à la fois humains et financiers, d'être capables de produire ce résultat, ce produit, ce service. Et puis ça peut être, une première fois et puis peut-être qu'on peut l'améliorer. Alors peut-être qu'on peut partir sur une nouvelle version. Alors là, on aurait ce produit 1, cette première version qui serait par exemple pour un nombre réduit de clients, et puis grâce au retour, on pourrait partir sur des améliorations et puis pourquoi pas à partir de là se dire, ça peut être intéressant de partir sur une nouvelle version. Mais ça, en général, voilà, c'est une décision et l'équipe est peut-être la plus à même de prendre ça, de capter à la fois les besoins et puis si on lui donne les moyens, de le faire, c'est intéressant et pourquoi pas de partir du coup, sur une deuxième release, une version 2, donc un produit plus attractif, et qui incorpore, cette meilleure maîtrise des coûts, cette meilleure faisabilité technique puisqu'il y a déjà eu une première version. Et pour ça veut dire qu'on a eu la capacité de faire cette version 1 puis cette version 2, donc on a eu des moyens humains, des moyens financiers pour fournir ces résultats. Alors ça peut se traduire de manière différente, c'est ce que j'ai mentionné en bas. On peut se dire que, bah, finalement, l'équipe est carrément autonome et a cette latitude à fonctionner, alors dans une certaine limite certainement. Ça peut se traduire et là c'est ce que j'ai marqué en bas, un budget alloué à l'équipe est réévalué, voilà, à un horizon moyen terme comme le trimestre, pour pouvoir justement disposer de cette latitude, de cette autonomie. Et puis si on se dit que c'est pas dans l'air du temps, actuellement, eh bien, quelque chose qui permet de transformer, mais sans tout révolutionner, c'est de se dire: «Bah, voilà, si lorsque l'équipe émet un besoin et propose, de partir sur une nouvelle, version, de propose un produit, eh bien, du moment qu'on lui apporte une réponse rapide, en disant: «OK, c'est bon, on y va. Non, c'est pas bon, on n'y va pas», eh bien, ça peut aussi, permettre, d'avancer, de cette manière-là. Encore une fois, toujours en visant la valeur, mais cette fois-ci, avec, cette autonomie qui est faite d'une manière ou d'une autre, suivant le cas de figure. Donc ça y est, on a notre équipe, ou nos équipes, elles ont une autonomie, d'une certaine manière et là, la question d'après, c'est notre VMO finalement on ne l'a pas cité encore. Alors son vrai rôle, c'est vraiment d'insuffler une culture, la Value Management Culture, notre VMC, voilà, donc ce souffle devrait souffler à plusieurs endroits. Ici, on a représenté nos équipes, sous forme d'ailleurs de plusieurs équipes qui vont contribuer à réaliser un même livrable. Et puis là, on a représenté notre VMO, donc à plusieurs endroits. Là, le VMO qui est très proche de ces équipes de réalisation. Puis on imagine bien qu'il y a tout un panel de projets qui se fait, on n'en a représenté qu'un ici. On sent qu'il y a bien effectivement une certaine synergie entre les uns et les autres, l'équipe et le VMO. Puisqu'il y en a plusieurs, ça veut dire que le VMO ici va consolider les différentes visions sur les différentes équipes, donc une vision consolidée multi-projet, tout en captant eh bien, aussi les informations de la direction. Mais alors ça veut dire que tout le monde joue le jeu et donc soit dans ce mouvement d'aller vers la valeur et donc à différents niveaux.
Donc, c'est 3 niveaux, en fait, globalement. Mais c'est vrai que, bah, c'est une transformation, c'est un changement. Bah, c'est donc une manière de travailler différente. Donc, c'est une transformation, voilà, de l'humain, hein, finalement. Donc, pour conduire ce changement, bah, on va prendre, bah, chacun, où il en est, avec ses différentes casquettes, hein. On va aller, accompagner, bah, de ce point A à ce point B qui est, tout dans la value management culture, ici, aussi bien les membres de l'équipe que ceux qui vont coordonner, que ceux qui sont, côté direction, qui va d'ailleurs porter ce changement, il faut que ce soit dans cet ordre-là. Donc voilà, de manière à ce que nos équipes, effectivement, puissent être performantes. Donc à la fois sur ce niveau-là, au niveau réalisation, mais au niveau aussi, du VMO qui va consolider la vision d'ensemble et au niveau direction qui va insuffler aussi ces différents éléments. Si on devait traduire, eh bien, comment ça peut se voir au niveau d'une équipe? Alors, il y avait déjà quelque chose qu'on pouvait dire. C'est vrai que, lorsqu'on fait un projet, bon, voilà les petits éléments qui apparaissent. C'est vrai qu'on se dit: «Bah, voilà, la mission de l'équipe déjà, pour faire un bon projet, il fallait qu'elle soit claire, comprise et partagée». Là, on va au-delà, puisque à un moment donné, on se dit que, on doit partager cette vision produit. Et ben, peut-être que ça, si on se dit la vision produit, c'est important, et ben, ça peut se traduire par chaque équipier peut parler du produit et de la vision à court et moyen terme de ce produit. Voilà, ça c'est pas anodin, on sait de quoi on parle. Et plus si on va un petit peu plus loin, si on dit: «Bah, voilà, il doit avoir la connaissance de l'environnement», bah, ouais, effectivement, il doit avoir la connaissance de son produit, l'environnement produit. Donc tendance du marché, une bonne idée des concurrents, le modèle économique, attendu, et ça permettra effectivement d'être dans cette logique et de pas, proposer ou des choses qui sont complètement en dehors, ou en tout cas que l'équipe sache s'autoréguler de cette manière-là, en ayant bien cette vision produit, cette connaissance de l'environnement, et tout en gardant bien sûr la notion de mission de l'équipe et d'objectif, du projet ou de ce qui est à réaliser. Voilà pour ce rôle du VMO, donc insuffler cette culture à tous les niveaux. Là, c'est vraiment au niveau de l'entreprise quand on décide de changer et de partir, même si ça peut se faire au niveau d'équipe, et c'est pas forcément un big bang, ça peut se faire pour certaines équipes et pas encore pour d'autres. Mais c'est vrai que c'est plus simple quand tout le monde joue le jeu, et surtout la direction doit être effectivement portée, hein, ce genre de changement qui est majeur. Alors voilà, ça y est, on a notre équipe, voilà, orientée valeurs et disposant d'une certaine autonomie et avec cette culture. On a dit que la deuxième étape, c'était côté organisation. Effectivement, il va falloir s'organiser pour décider. On l'a vu, nos équipes en ont besoin, de cette notion de décision rapide. Alors pour ça, on se dit, bah, pour, prendre les bonnes décisions, il faut avoir les bonnes informations. Très bien. Alors les bonnes informations pour décider, qu'est-ce que ça pourrait être? Bah, ce serait bien de savoir justement à un moment donné si on va ou si on apporte, réellement, de la valeur. Bah, pour ça, il va falloir la mesurer. C'est ça que c'est là où c'est compliqué. On voit notre petit point d'interrogation, valeur réelle. Alors, une proposition que l'on fait pour mesurer cette valeur réelle, c'est tout simplement de partir de la vision du résultat ou du produit. On part de ça et on va la décliner en indicateurs de résultats. Donc il va falloir trouver les bons indicateurs de résultats par rapport à l'apport de valeur. Et bon, une proposition qu'on fait, hein, et qui fonctionne bien, qui a fait ses preuves, eh bien, c'est faire en sorte que ces indicateurs soient SMART. Donc de reprendre l'acronyme et de se dire, bah voilà, s'il pouvait, chaque indicateur pouvait être simple, donc avoir un indicateur par item, qui soit mesurable facilement, ambitieux, mais réaliste, temporellement défini, ce serait une bonne chose. Donc l'idée, c'est vraiment de repartir sur ces basiques-là et de se dire: «On part du résultat et on le décline en indicateur de résultat, SMART, tant qu'à faire». Alors qu'est-ce que ça pourrait donner si on prend un exemple? Alors, on prend un exemple, c'est celui que j'ai pris au début en se disant: «On est dans, notre entreprise, c'est une société donc qui s'appelle Mobility, et qui va fournir tout ce qu'il faut pour que l'on puisse rouler à vélo, de manière fluide et si possible, avec une assistance électrique». On voudrait lancer sur le marché une nouvelle batterie pour un vélo à assistance électrique. Ça, c'est notre vision du résultat, ou du produit.
On voudrait en savoir un petit peu plus. Rappelez-vous, il faut qu'on partage sur la vision du produit. Bon, alors, on détaille un petit peu. Et on peut travailler avec les personas en se disant, bah voilà, je prends mon utilisateur et je dis, bah alors qui c'est cet utilisateur? Bah, c'est quelqu'un qui réalise un trajet quotidien domicile-travail. Mais son trajet est court, inférieur à 5 km, c'est en ville, il y a peu de dénivelé. Très bien. Et il souhaite pouvoir retirer la batterie. Peut-être qu'il gare son vélo sur la voie publique et il préfère retirer sa batterie. Bah donc, il peut aussi facilement la recharger au bureau ou le soir chez lui, la nuit. Bah, à partir de ça, si on a fait cette fiche utilisateur, eh bien, on est capable de mentionner les caractéristiques produits et notamment de voir ce dont je n'ai pas besoin. Par exemple, une autonomie élevée, bon, c'est pas requis. Une charge rapide, pas requis non plus. On a toute la journée ou toute la nuit. Par contre, ce qu'il faut que j'embarque, c'est que cette batterie soit légère, peu encombrante, extractible, notamment. Et bien, à partir de ça, qui est la vision qu'on partage du produit final, eh bien, c'est de faire nos indicateurs de résultats. Donc, on va le décliner et on essaye aussi, rappelez-vous, d'avoir toujours en tête cette valeur derrière. Donc, hein, on s'est dit qu'il y avait 4 facettes. Ici, voilà, on l'a décliné. Et on se dit, ce serait bien pour avoir la valeur réelle à un moment donné. On imagine qu'on a avancé dans le projet, mais c'est intéressant de les avoir fixés dès le départ, hein, ces indicateurs de résultats. Et là, on en est à un certain moment du projet et on se dit, voyons, mesurons. Alors, on avait dit comme indicateur de résultat une démonstration validée lors du panel. Alors, le panel, on ne l'a pas daté, mais clairement, il y a un moment donné, on a fait un panel avec des utilisateurs qu'on a conviés à venir à une démonstration. Et effectivement, les retours ont été très positifs. Là encore, il faudrait dire qu'est-ce que c'est qu'un retour positif et ainsi de suite. Mais voilà, on dit que ce point-là est validé. Après, avec, cette nouvelle batterie, ce prototype, on est allé, sur le salon de la mobilité douce et on a eu en retour, 70 de retours d'utilisateurs positifs. Donc très intéressant, ça faisait partie donc de nos indicateurs de résultats d'avoir plus de 70. C'est bon, c'est acquis. On s'était dit qu'il faudrait respecter dans la charte d'éco-construction 10 items. Actuellement, on en respecte 7, c'est pas 10. Ce point-là, cet indicateur de résultat n'est pas acquis pour l'instant. Là encore, on peut se poser la question si c'est un oui, non, si c'est des pourcentages, etc. Là, ce qu'on fait, c'est fait ou c'est pas fait. Là, actuellement, ça n'est pas respecté, mais c'est un élément qui nous semble utile là, cette fois-ci, on est sur la valeur sociétale. On voulait aussi que côté montée en compétence de l'équipe, ça se fasse par de la formation et tant qu'à faire qu'ils obtiennent aussi une certification derrière, de manière à ce que ce soit important aussi et utile pour eux. Donc c'est plus la valeur sociale qu'on va mentionner là aussi. Et là, on se dit, OK, ils ont tous été formés, par contre, les certifications, c'est en cours, il faut le temps que ça se fasse, donc ce n'est pas acquis actuellement non plus. Et enfin, sur la partie business, on avait dit qu'il fallait absolument qu'il y ait 100 préventes enregistrées sur le salon, le même salon de la mobilité douce. C'est bon, c'est coché et on a ces éléments-là. Donc, par rapport à cet aspect-là, en termes de mesure de la valeur réelle, on pourrait dire qu'on a 3 items sur 5. Là encore, on pourrait tout à fait pondérer ces différents indicateurs de résultats, leur donner et puis donner à la fin une note de mesure de la valeur réelle. C'est tout à fait possible. Là, on l'a fait de manière simple et il faut que ce soit des choses simples. On l'a pas. C'est une bonne manière de faire aussi. Donc voilà pour cet exemple qui permet de se dire, tiens, une manière de mesurer la valeur, ça pourrait être comme ça, hein, des indicateurs de résultats. Rappelez-vous, hein, notre idée, c'était ici de s'organiser pour décider. Donc on s'est dit, bah ouais, mais pour décider, il faut avoir les bonnes informations et notamment avoir la mesure de la valeur réelle. OK, donc on est toujours dans cette optique-là. Et puis ces informations, on ne veut pas en avoir trop pour décider. Donc c'est juste les justes nécessaires. Et on ne veut pas que ça prenne trop de temps, à la fois côté équipe. Et peut-être que côté équipe, on pourrait s'améliorer aussi. Au lieu de demander des grands reporting, eh ben, peut-être que notre VMO ici peut être en proximité avec les équipes et peut-être avoir accès à ces résultats plutôt qu'avoir un grand reporting. Peut-être qu'il peut être là aussi dans des démos, il peut être avoir ses retours, accès aux retours. Cette collaboration directe peut permettre que ce soit assez fluide et qu'on n'ait pas besoin de faire trop de reporting et que ce suivi de l'avancement soit léger et visible en permanence, que le VMO ait une bonne idée de l'avancement à la fois sur les axes périmètre coût délai, mais aussi sur la valeur. Donc là, il est vu comme accélérateur d'échange et booster de valeur. Et aussi,
il a cette possibilité-là parce que bon, les informations juste nécessaires, on a ce qui vient effectivement du projet, hein, mais ce qui vient aussi de tous les autres projets, donc cette vision consolidée, hein. Et puis, bien sûr, pour décider, on a besoin de cette vision stratégique vers où on veut aller. Et bien, donc, l'ensemble de ces informations fait que on va pouvoir faciliter la prise de décision. Alors, si on rentre un petit peu dans le détail, on se dit que bon, clairement, il va falloir clarifier les modalités de décision. Déjà, la première chose pour les clarifier, c'est se dire quel est le périmètre de décision qu'on doit prendre, et ensuite comment. Alors, le constat, ou la petite maxime classique, hein, c'est qu'une demi-décision, ça amène au flou au carré. Donc, nous, c'est ce qu'on voudrait éviter, hein. Donc, on voudrait aller vers des processus clairs pour des décisions prises et communiquées, et puis appliquées, tant qu'à faire. Voilà pour le principe. Un exemple, ça pourrait être, voilà, j'ai fourni un premier produit, un premier résultat, je mesure la valeur réelle et j'ajuste si besoin. Et puis je me pose la question, encore une fois, on est proche, on est sur notre équipe qui est proche des besoins d'évolution. Notre PMO qui se transforme en VMO, eh bien, qui a cette vision stratégique et cette vision globale, et qui permettrait peut-être de se dire, est-ce qu'on va vers une deuxième version, vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau produit, hein. Ça, c'est la proposition effectivement de l'équipe, décision d'y aller ou pas. Et puis pour ça, eh bien, c'est peut-être de se dire, si je pars sur un plan d'action, je travaille dessus, est-ce que je peux le financer en autonomie parce que l'équipe a justement cette capacité à être en autonomie, c'était le point de la première piste. Oui, et go, on part sur le plan d'action. Non, il y a besoin d'une demande de financement ou de demande de ressources. Et là, effectivement, si c'est non, on s'arrête là. Si c'est oui, parce qu'on estime que justement ça a un apport de valeur, eh bien, on donne les moyens de le faire et on part sur le plan d'action, la réalisation et la fourniture du résultat. Pardon. Je suis allée un peu vite. Voilà, fourniture du résultat et on rentre effectivement dans cet élément-là. Voilà, pour une vision voilà, très, très un petit peu simpliste, mais là où on veut en venir, c'est de se dire quel est le périmètre sur lequel on doit décider. Ça n'est pas le seul, hein, effectivement, demande de financement et de ressources, mais c'est un exemple pour dire effectivement, il faut se poser les bonnes questions et puis une certaine fluidité, un certain timing aussi, hein, qui ne figure pas non plus ici, mais dont on a besoin. Il faut que les prises de décision soient rapides, en tout cas en lien. Rapide, ça veut tout et rien dire, mais en lien avec les besoins d'évolution et du coup la perspective de valeur si on prend le train en marche ou si on le laisse passer. Alors, le VMO ici, son rôle, c'est vraiment d'être en soutien, on l'a dit, d'être au plus près des équipes. Oh, de manière caricaturale, on pourrait dire que notre PMO, il est plus ici, il attend du reporting voilà, des équipes, il va contrôler que tout se passe bien, est-ce que les indicateurs sont bien tous au vert, est-ce que les saisies sont faites, et ainsi de suite. Et là, on est plus dans une démarche où la proximité du VMO avec les équipes fait que la remontée d'informations, elle est plus fluide, voire même elle est presque sans reporting parce que le VMO est là à certains moments clés du projet. Et en plus, lui, il va apporter cette vision globale et cette vision stratégique, puisqu'il est en lien avec la direction. Voilà, en tout cas, la cible, c'est cette transformation vers plus de collaboration étroite et fluide, d'aller-retour qu'on avait déjà, mais d'une certaine manière, peut-être un peu plus montant et descendant. Ça, c'était pour l'axe donc plus organisation. Maintenant, on a dit qu'il y avait le lien avec la stratégie, donc pour viser continuellement l'alignement stratégique. Alors, sur ce dernier plan, vraiment, on se dit quelles sont les composantes majeures pour un pilotage par la valeur. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, on se dit un point clé, hein, clairement, c'est que la direction porte cette démarche. Voilà, que cette sensibilisation sur la valeur soit portée par la direction. Voilà. L'idée, c'est d'impliquer toutes les parties prenantes, hein, toutes celles qui sont, qui sont dans la boucle, dans ces flux de valeur, et puis avancer en ayant des outils de décision. On revient aussi dessus. Alors, outils au sens très, très large, hein, ces outils, processus, moyens, avec les périmètres, les acteurs, la temporalité associée. Mais globalement, nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir, puisqu'on veut générer la bonne valeur, eh bien, c'est se dire, voilà, on pourrait arrêter, ou plus exactement ne pas lancer certains projets, mais pourquoi pas les arrêter, hein, ou bien d'en réduire le périmètre ou les moyens quand ils ne créent plus, ou en tout cas peu de valeur.
Voilà, donc c'est déjà cette première chose, se positionner sur cette gouvernance globale. Et puis ensuite, à chaque fois, viser l'alignement avec la vision stratégique. Alors, l'alignement des objectifs opérationnels, ça veut dire que côté équipe, hein, au niveau équipe, on a bien ça. Au niveau des décisions qui vont être prises, c'est l'allocation des ressources humaines, des moyens financiers, et bien qu'à nouveau ce soit aligné avec cette vision stratégique. Et puis, que les équipes intègrent ça de manière opérationnelle dans leur déclinaison de leurs décisions au quotidien, directement pour viser à nouveau cet apport de valeur. Là encore, notre VMO, cette fois-ci, on peut carrément le situer au cœur. Pour une fois, là, on a imaginé donc tous les autres projets qui pouvaient se créer. Vous remarquez d'ailleurs que certains fonctionnent à peu près de la même manière, visiblement. D'autres fonctionnent d'autres façons. On sent que tout le monde, voilà, il y a des projets qui se font peut-être, on pourrait traduire ça par des méthodes plus classiques, d'autres des méthodes peut-être plus agiles, plus colorées par la valeur dès maintenant. On le voit avec notre losange ici, hein, notre triangle plus la valeur. On voit que par contre, quoi qu'il arrive, le VMO est en lien avec ces différentes équipes, donc porte cette vision consolidée, anime tout un réseau d'équipes, et ce lien avec la direction et sa vision stratégique permet au VMO de s'assurer que toutes ces équipes restent alignées sur les objectifs de l'entreprise. L'ensemble ici permet de créer cet apport de valeur. Et puis on a bien notre VMO au centre. Alors, si on fait une petite synthèse, ici, alors de manière un petit peu schématique, bien sûr, on a notre PMO à gauche et puis on a notre VMO, ou en tout cas notre PMO coloré avec cette valeur. Ici, dans un premier, donc à gauche, on a donc périmètre coût délai qui est renforcé ici par la caractéristique de valeur. On a au départ l'équipe projet, et là, cette fois-ci, on a l'équipe projet orientée valeur qui dispose d'une certaine autonomie. D'un côté, là, on est plus axé sur la conformité, et là, on y rajoute l'accès valeur et adaptation. On veut quand même faire un certain nombre de choses, hein, qui soient, on veut quand même délivrer quelque chose orienté périmètre coût délai, mais aussi valeur. Minimiser les changements d'un côté, minimiser les gaspillages de l'autre, hein, ne pas faire des choses qui n'ont pas de raison d'être, qui n'ont pas de valeur à être faites. On est plus dans le contrôle d'un côté et plus dans le soutien, la sensibilisation, le partage de la vision globale. Et d'un côté, plus reporting, et de l'autre, eh bien, si possible, être en collaboration directe, pouvoir toucher, voir les résultats directement, que d'avoir un reporting très complet et trop lourd en temps à réaliser. Voilà pour cette synthèse pour passer de l'un à l'autre. Voilà vers quoi on tend. En conclusion, dans cette transformation, on remet le PMO qui s'est transformé en VMO au cœur de l'organisation. Et donc, il est à nouveau vu, par rapport à notre petit questionnement, notre constat de départ, là, il est à nouveau vu comme une entité incontournable. Il est vu par tout le monde, aussi bien la direction que les équipes, et il est lui-même apporteur de valeur en proposant cette vision globale. Voilà, donc c'est ce qu'on voulait faire, et là on espère vous avoir donné envie de vous transformer, de transformer votre PMO en VMO. Donc je vous laisse vous poser cette question: est-ce que vous aimeriez que votre PMO se transforme en VMO? Voilà pour cette présentation. Je vais passer donc à la session questions-réponses. Voilà, on va revenir là, je vais peut-être remettre la webcam. Oui, Marie-Christine, ce que je te propose, c'est que je te lise Oui. les questions, puisque je pense qu'il n'y a que nous qui les voyons. Et comme ça, qu'on y réponde au fil de l'eau. Oui, c'est vrai que je n'y ai pas accès, moi, Laure. Pas de problème. Alors, donc, la première question. Bonjour, avez-vous des exemples de mise en œuvre chez TeamSquare? Je suppose de mise en œuvre de passage de PMO à VMO. J'imagine. Alors, on peut citer plusieurs choses. Dans une expérience avec une société dans le pharmaceutique, on a accompagné donc justement une cellule PMO qui se reposait des questions sur sa capacité à accompagner les projets. Elle les accompagnait très bien. On était vraiment dans le cas de figure initial où on se disait, voilà, ils avaient mis en place des processus, de projets, des outils au service des projets. Mais c'est vrai, bon, les temps de développement peuvent être longs dans le pharmaceutique, mais c'est vrai que
certains projets pouvaient avoir une pertinence uniquement s'ils avaient une capacité à produire de la valeur rapidement. Et si on pouvait les arrêter aussi assez rapidement. Et donc, ça a été vraiment un questionnement de dire comment est-ce qu'on peut s'orienter valeur sur cette... vraiment, le PMO s'est posé cette question-là. Et donc, il y a eu une démarche de conduite du changement, de mise en ordre de personnalisation, je dirais, des différents éléments constitutifs de ces projets. Donc aussi bien les process, donc d'ajouter de l'agilité, de formation des uns et des autres, d'intégration aussi de partenaires dans la démarche, de manière à pouvoir avancer et pouvoir définir s'il y avait l'apport de valeur à tout moment et être capable d'ailleurs de les arrêter. Ça, c'est quelque chose qu'on continue d'accompagner. Et puis pour reprendre un autre exemple qui était plus sur un équipementier automobile, on sent qu'effectivement, ce sont des métiers qui sont appelés à changer, qui ont énormément de capacités techniques, mais à l'habitude d'un certain cycle de développement qui parfois peut-être, je prends un exemple, mais vraiment l'histoire de la batterie peut être reprise. Voilà, c'est une manière peut-être de rentrer sur un marché, mais on sent bien que entre la batterie de l'automobile ou la batterie du vélo, eh bien, c'est quelque chose que ça va pas se faire avec le même timing. Et ça, on a accompagné ces conduites du changement pour que justement cette société puisse pouvoir avoir ces processus de réponse plus rapidement en s'orientant sur la juste valeur à délivrer à un moment donné par rapport aux besoins qui étaient attendus, plutôt que de faire un chef-d'œuvre tout de suite. Donc, voilà, deux exemples qui me viennent à l'esprit là pour l'instant. Ok, c'est très clair, merci. Deuxième question, nous avons quelle quantité de VMO est-elle nécessaire par rapport à une organisation PMO? Alors moi, je ne mettrais pas l'un contre l'autre. Je me dis, vous savez, sur le slideshow, il y avait à la fois le PMO qui était en noir et puis notre VMO qui était un peu coloré. Et moi, je serais assez pour se dire, il y a cette coloration à avoir. Alors, est-ce que tous les PMO vont se colorer ou se transformer en VMO? Je ne sais pas. Mais effectivement, il faut au moins que tout le monde ait cette culture-là. Après, que chacun soit capable, dans les différentes équipes, de jouer ce rôle qui est un petit peu différent de ce qui était fait parfois, et donc s'investir à l'intérieur peut-être des équipes projets dans certains cas, effectivement, on peut se poser la question, mais ça, c'est très variable. Moi, je ne dirais pas, il y a certains qui sont que VMO, d'autres que PMO. Vraiment, moi, j'irais vers que tout le monde acquiert cette culture au sein, notamment des équipes PMO, ça, c'est majeur, et que certains aient une coloration plus, je représente vraiment la valeur au sein des équipes. Là, ça peut être effectivement plus diffus. Tout le monde peut ne pas avoir envie de jouer ce rôle-là. Mais moi, je pense vraiment qu'il y a, c'est pas antagoniste et que tous les PMO doivent avoir cette coloration valeur, au moins un petit peu sur leur casquette. Je ne sais pas si je réponds d'ailleurs correctement, mais... Je pense que c'est déjà une première piste. Après, effectivement, si à un moment vous avez soit des questions complémentaires par rapport à la réponse qu'on apporte, soit si vous voulez plus d'informations, comme on l'a dit, n'hésitez pas à nous contacter en dehors du webinaire. On vous fera un plaisir d'étoffer les réponses et de plus creuser le sujet. J'ai encore une question, justement, ça fait un peu le lien aussi. Merci pour cette présentation. J'aimerais savoir comment mesurer la valeur réelle. Oui. Alors, c'est une bonne question, bien sûr. C'est pas simple. Là, la piste que je donnais tout à l'heure, c'est vraiment de se focaliser sur la vision donc, du produit et à partir de vraiment cette vision de l'objectif finalement. Si on reprend les termes projet, j'ai un projet, j'ai un objectif, et bien décliner cet objectif sous forme d'indicateur de résultat. C'est souvent très pertinent. Et ce que je suggérais, c'est que ces indicateurs de résultats, reprenons une méthode qui fonctionne bien, c'est de la flaguer sous forme d'indicateurs SMART. Et donc de reprendre ça. Et si vous vous rappelez au cours de la présentation, je donnais un exemple en disant, j'ai besoin de faire une batterie, elle doit correspondre à certaines caractéristiques. Et puis on a essayé de reprendre l'ensemble des 4 facettes de la valeur et de ce que nous, ça pouvait impliquer, et le positionner
en termes d'indicateurs de résultats. Et cette mesure, du coup, en fait, du coup, ça devient presque binaire, c'est fait, c'est pas fait. Est-ce que j'ai passé 100 précommandes lors du salon de la mobilité douce? C'était un des exemples. Oui. Et ben go, celui-là, on a un indicateur qui est validé. Et ainsi de suite. Et finalement, je voyais que j'en avais 3 sur 5. Et voilà, ça me donnait une mesure de ma valeur. Ça peut suffire, c'est déjà pas mal si on a ça. Ça peut ne pas suffire, et là encore, on peut aller plus loin, pondérer, trouver des choses et se dire surtout, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a mesuré ça? Est-ce que c'est suffisant, pas suffisant? Comment font les autres équipes? Est-ce que c'est... Parce que là, je l'ai fait sur un seul projet, mais en vrai, on sent bien qu'il va falloir avoir cette vision globale. La valeur d'un projet n'est peut-être pas à peser de la même façon avec la valeur d'un autre projet. On sent bien ça. Donc, il y a aussi cette démarche-là. C'est aussi pour ça que le VMO doit avoir cette vision équipe, projet, mais aussi multi-projet et puis, bien sûr, stratégique. Donc voilà, mais l'exemple, ce serait vraiment pour la réponse par rapport à cette mesure de la valeur, c'est ces indicateurs voilà, qu'on peut proposer. Voilà. Oui. Indicateurs de résultat. Très bien. Autre question. Bonjour, donc aussi merci pour cette présentation. En tant que PMO, avant chaque projet, nous avons mis en place une matrice ROI pour déterminer si le projet sera, entre guillemets, rentable. Est-ce une fonction VMO plutôt que PMO? Et dans ce cas, ai-je déjà évolué vers le poste de VMO? On va dire oui. Mais oui, clairement. Alors, vous êtes d'accord, hein, là, enfin, rappelez-vous sur le constat, clairement, au départ, hein, les PMO sont orientés valeur. Encore une fois, souvent, hein, bien sûr, on dit toujours périmètre coût délai, mais on se dit bien, donc pour bien faire les projets, mais clairement, hein, dès l'instant où on veut travailler sur un portefeuille de projets, les PMO, ils n'ont pas attendu qu'on parle de VMO pour travailler sur la valeur. Ils se sont tout de suite posé la question, quels sont les projets à faire? Donc, faire les bons projets, ça a toujours été une de leurs caractéristiques. Pour ça, typiquement, la notion de ROI est intéressante, et pour privilégier le choix d'un projet A ou d'un projet B, c'est un des éléments qu'on va pouvoir mettre en œuvre. Bien sûr, le ROI n'est pas toujours facile. Les porteurs de projets ont parfois du mal à se positionner sur cet apport de valeur financier à un moment donné, ce retour sur investissement. Donc, ce n'est pas toujours le plus évident, mais clairement, c'est un élément tout à fait stratégique pour lancer un projet. Encore une fois, en l'occurrence, on pourrait dire c'est un des indicateurs qu'on pourrait avoir, un indicateur de résultat, mais là, pour le coup, on verra, on le vérifiera un petit peu plus tard. Mais c'est tout à fait intéressant d'avoir ça. Voilà, je pense qu'il ne faut pas se poser la question en ces termes en disant est-ce que j'ai évolué un petit peu. Je pense vraiment, certains ont déjà de toute façon eu cette coloration, les PMO avaient cette coloration de valeur. Je pense que par contre, parfois, ils ont fait des jolis, voilà, de très jolis process, et c'est difficile de les remettre en cause. Mais ça, clairement, ça peut être une bonne pratique dès l'instant où c'est facile à faire, et où quand vous faites un retour d'expérience, vous vous posez la question, et finalement, est-ce que 2 ans après, j'avais choisi le bon projet? Est-ce que la réponse est oui. C'est intéressant de se poser cette question-là aussi un petit peu en retour d'expérience. Voilà, ça fait partie de notre rôle aussi de PMO et de VMO de faire ça, cette boule retour pour apprendre. Toujours apprendre. Et enfin, a priori, dernière question. Y a-t-il un lien avec Discipline Agile? Je ne sais pas si je le prononce Oui. bien. Oui, clairement. Alors, effectivement, c'est le PMI, effectivement, enfin, via le PMI qu'on a cette notion-là. Typiquement, les auteurs d'un des livres qui parlent du VMO, de la transformation de l'un vers l'autre, sont aussi des auteurs qui ont travaillé sur le toolkit Discipline Agile du PMI. Donc, pour vous donner, voilà, clairement, il y a un lien. Nous, notre présentation, elle n'a pas été complètement... je pense vraiment que cette valeur peut s'appliquer à tout type de projet, pas forcément les projets agiles, mais clairement, il y a des techniques qui permettent de travailler de manière, sur les projets agiles, en se posant les questions des flux de valeur, en optimisant en fait ces flux de valeur, notamment dans l'IT, et pour arriver à quelque chose justement de plus, voilà, vraiment d'orienter valeur. Et donc, oui, clairement, hein, il y a un lien.
je dirais plus particulièrement côté agile, il y a un lien clair. Ça n'empêche pas de le faire dans d'autres entreprises qui travaillent sur des projets peut-être variés entre des méthodes classiques, des méthodes hybrides, des méthodes adaptées voilà, sur mesure ou des méthodes agiles. Donc oui, il y a clairement un lien. Très bien. Bah, écoute, dernier message, c'était encore un remerciement pour cette présentation. Donc je pense qu'on va pouvoir fermer ce webinaire sur ça. Comme dit, si vous avez d'autres questions ou d'autres réflexions, n'hésitez pas à nous les faire, à nous les partager, à nous en faire part, du coup, par mail en contactant soit l'une de nous, Lisa, Marie ou Laure, ou Marie-Christine directement. Vous avez toutes les coordonnées ici. Et du coup, j'en profite aussi, Marie-Christine, pour te remercier pour ce beau webinaire. Merci à vous. Merci à tous qui nous avez suivis. À bientôt.